Bienvenue dans ce podcast établi par l'équipe de l'INSEAC, l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle. L'INSEAC du CNAM. Quand je vois le succès de Jouissance Club, mais aussi le succès de la journaliste Maya Mazoret, et plus généralement de tout ce qui sort sur la sexualité, je pense que le besoin d'éducation sexuelle n'est plus à démontrer. C'est sûrement le résultat d'années, voire de siècles d'errance. Tout ça au nom de quoi ? De la pudeur ? Du mystère censé susciter le désir ? De la peur de blesser ses partenaires ? Voilà comment conclut Samia Miskina dans l'épisode intitulé « Pour une éducation sexuelle » de son podcast Sex Club. Ces dires me semblent tout à fait pertinents pour introduire ici les questions relatives à l'éducation, à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Dans le cadre de mon mémoire de Master 1, j'ai souhaité m'intéresser à l'éducation, à la vie relationnelle, affective et sexuelle, et mettre cette évrasse en relation avec l'éducation artistique et culturelle. Lors de mes recherches, j'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir avec plusieurs personnes qui ont su répondre à mes questions afin d'aiguiller mes recherches. Ces échanges ont été si intéressants et étant frustrée de ne les voir apparaître que par écrit, j'ai souhaité les mettre en valeur dans ce podcast. L'éducation à la sexualité en milieu scolaire constitue une obligation légale depuis la loi Aubry du 4 juillet 2001, relative à l'interruption volontaire de grossesse, qui dispose que, je cite, « Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins 3 séances annuelles et par groupe d'âge homogène », selon l'article L312-16 du Code de l'éducation. Mais faute de moyens pour la faire appliquer, cette éducation à la sexualité s'est avérée être dispensée de manière inégale et insatisfaisante. Certains établissements scolaires n'organisent aucune séance, et ceux qui en organisent sont souvent bien loin des 3 séances obligatoires annuelles. Aussi, le peu de séances organisées sont généralement centrées quasiment exclusivement sur des questions de biologie. Or, il semble nécessaire pour tous, et notamment pour les jeunes, puisqu'il est question d'eux ici, de pouvoir s'exprimer sur ces thématiques, et notamment sur les nombreuses questions qui, elles, se posent. Le commissariat à l'égalité a publié un rapport sur l'éducation à la sexualité vu par les jeunes qui disent en manquer cruellement et qui, justement, expriment leur frustration par rapport à ce manque-là. Marion Milot, coordinatrice du planning familial 22. Nous, on a été sollicités par le conseil régional jeune de Bretagne, là, qui disait, mais en fait... Nous, on n'est pas satisfait du tout de la manière dont ça se passe. On n'a quasiment rien eu. Quand on l'a, il y a parfois, c'est des profs qui le font. Ça dure 1 heure et on est sur des choses extrêmement normatives. Donc, effectivement, c'est un gros besoin. Là, au planning, on lance une campagne de plaidoyer pour l'éducation à la sexualité en disant, en fait, vous avez prononcé une loi, vous ne mettez pas en œuvre les moyens pour son application. Donc, on est en pleine campagne qui a démarré la semaine dernière. Afin de questionner ces problématiques, il m'a semblé évident de m'adresser directement aux jeunes et de leur donner la parole sur ces questions. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle ? Que pensent-ils de ces questions dans notre société ? Et que souhaitent-ils vraiment, eux, concernant ce sujet ? On avait eu une intervention, je crois que c'était d'1 heure ou 2 heures, 2 heures sur la sexualité en 4e. Et honnêtement, j'ai pas trouvé ça ouf. En fait, on nous parlait plus des règles et de comment avoir un enfant. Et c'est tout quoi. Et les filles étaient séparées avec les garçons. Ouais. Donc il y avait 2. Moi, j'ai pas eu du tout la même séance que vous quoi. On parlait que de la sexualité chez l'homme. Et en seconde, il y aura une intervention aussi, je crois, et cette fois-ci, ce sera mixte. C'est parce qu'ils trouvaient qu'on était trop jeunes encore pour certaines choses et donc ils préféraient pas en parler. Il y a encore des gens qui sont pas du tout informés là-dessus et des gens de notre âge même qui comprennent pas du tout, qui sont totalement contre l'homosexualité et c'est dommage quoi vu que on est en 2021 et la parole est de plus en plus ouverte donc c'est bien que tout le monde comprenne quoi. Ouais. Il faudrait qu'on en parle
parce que sinon on sera un peu gêné toute notre vie et ce sera un manque, je pense. Évidemment, il existe des structures qui en parlent et qui proposent cette éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Mais le manque de moyens mis à leur disposition pour réaliser ces séances les restreignent dans la mise en place de cet EVRAS. Alors, on a plusieurs interventions possibles, soit une intervention, on va dire un peu généraliste sur la question de l'éduc-sexe, où pour nous, il n'est pas question de faire juste l'appareil génital, comment on met une capote, tout ça, où en fait on essaye de sensibiliser au fait qu'il est nécessaire d'être sujet de sa sexualité. Et on est beaucoup autour de la question du consentement. Nous, on demande 2 heures. Oui. Après, il arrive que pour des raisons, d'emploi du temps compliquées, on nous dise: «Ah, c'est pas possible, c'est 1h30 ou rien», donc on préfère, mais en général, ce sont des créneaux de 2 heures. Mais le problème, c'est ça dans l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des grands textes, hein, c'est toujours ça, il y a des grandes déclarations d'intention et après ça dépend et ça repose sur la bonne volonté des personnes qui, en plus, au vu du contexte, sont de moins en moins valorisées et de moins en moins soutenues et qui, de fait, ont de moins en moins aussi envie de mener des projets qui vont leur demander du boulot en plus, sans aucune reconnaissance et sans beaucoup de temps pour le faire non plus. Donc ça, c'est un vrai problème parce que par rapport à la loi, de 2001 dont vous parliez, on en est extrêmement loin, en fait. Mais alors, quelles solutions proposer pour pallier à ce tabou persistant ? Comment amener ces questions à l'école s'il reste encore compliqué de les aborder dans notre société ? J'ai encore une fois souhaité poser ces questions directement aux concernés, c'est-à-dire les jeunes. Moi, je pense que la pratique artistique pouvait vraiment aider à rendre le sujet moins tabou. Moi, je sais que j'aime bien communiquer par le corps. Enfin, j'adore danser pour faire passer des messages. Ouais. Et cette année, notre spectacle, on va le faire sur l'adolescence. Et je pense qu'on peut parler de ça. Moi, je pense que c'est pas mal d'abord d'utiliser tout ce qui est artistique et tout. Et après, théorie et tout ça. D'abord comme une introduction, mais comment dire, apaisée. Et après, détailler plus. L'art pourrait alors éduquer à la sexualité ? Si l'on part des hypothèses de Alain Kerlan et Samia Langar dans leur ouvrage intitulé « Cet art qui éduque », alors oui. Les deux auteurs ne parlent pas de l'éducation à la sexualité dans leur ouvrage, mais ils parlent de l'éducation tout court. Et l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle est en un sens une éducation à la vie. Elle pourrait donc, selon moi, trouver sa place dans l'art. D'autant que ce sont les productions artistiques qui en parlent le plus, et peut-être même le mieux. Dans le cadre de mes recherches, j'ai dans un second temps choisi de me tourner vers des personnes qui proposent directement aux jeunes des productions artistiques, mais accompagnées d'une forme de ce que l'on pourrait appeler médiation. Alors, La Poilue. Patricia Lecalvez, fondatrice de l'association L'Image qui parle à Paimpol, a décidé de monter un projet autour du spectacle La Poilue de la compagnie Suzette & Co avec des jeunes du lycée de Kéraoul de Paimpol, afin de leur permettre, enfin, de s'exprimer sur ces sujets qui les questionnent beaucoup. Là, nous, ça fait maintenant la 4e fois qu'on fait une résidence en milieu scolaire, donc les fameux EAC, éducation artistique et culturelle. Et en fait, si je prends le début de cette histoire, Céline Glossin, donc, qui est l'artiste, la comédienne, clown, pédagogue, elle a plusieurs casquettes aussi, est venue me rencontrer parce qu'elle avait un projet de création de spectacle, donc La Poilue. Et donc, elle cherchait des structures qui puissent l'accompagner sur la création. Au tout début, c'était vraiment autour de la création. Et nous, on est moins dans cette partie-là parce que on n'a pas trop les moyens. Puis, c'est pas vraiment là que j'ai envie d'être non plus. Moi, j'ai plutôt envie d'être sur l'action culturelle. Du coup, mais son projet, il m'intéressait vraiment parce qu'effectivement, il s'adressait d'abord aux adolescents et que c'est des sujets qui nous questionnent et qu'on travaille beaucoup avec le service jeunesse de Paimpol et qu'on avait commencé aussi à travailler pas mal avec les lycées. Et le sujet d'autant plus puisqu'on avait identifié quand même que tout ce qui était autour de la transformation, du genre, de la sexualité, enfin tout ça questionnait énormément et qu'il y avait des retours du service jeunesse, enfin... Il y avait pas mal de retours dans ce sens-là aussi de l'infirmière du lycée de Kéraoul. Voilà. Donc, je me suis dit, il y a cette création, mais nous, on ne peut pas aller sur ce terrain-là, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer
de faire quelque chose au lycée autour de la création, puisque ça rentre complètement dans le cadre des EAC. Et au lycée, il y a des correspondants de santé. En fait, alors je ne sais pas si c'est dans tous les lycées, mais je pense que c'est national, hein. C'est proposé aux élèves de seconde de jouer entre guillemets l'intermédiaire entre les autres élèves, donc leurs pairs, et les adultes, où ils vont être formés pour savoir écouter. Ça peut être autour de la santé, mais sociale et tout ça. J'avais rencontré aussi les correspondants santé l'année précédente et les questions de genre ressentaient énormément. Mais d'autres structures culturelles ou compagnies proposent également des spectacles en lien avec le désir, le plaisir ou encore le rapport au corps. Je pense notamment à la compagnie Nidom, qui propose entre autres le spectacle Les Dents de la Sagesse, qui met en scène les questionnements d'une jeune fille sur son désir à travers un théâtre d'objets. Ou encore la compagnie Didascalie, qui propose 2 spectacles de danse reprenant l'œuvre shakespearienne Roméo et Juliette, en mettant en scène Juliette et Roméo dans 2 spectacles distincts, dans lesquels les 2 personnages affrontent les métamorphoses physiques et psychiques de leur corps à l'adolescence. C'est quoi cette transpiration? Chaud, froid, chaud, froid. Je ne peux pas être à la fois la glace et le feu. L'affolement des thermomètres. Je transpire. Oh non, me dites pas que je transpire comme ça. D'habitude, je glisse sur l'air. Je n'ai pas comme ça le ventre qui palpite. Comment je fais maintenant? Comment je fais maintenant? Allez, au moins contrôler le visage là. Allez, au moins contrôler le sourire. Le sourire. Le sourire. Roméo et Juliette. Marion Milot, anciennement professeure de lettres, m'a également partagé un projet qu'elle avait monté sur les questions relatives aux identités de genre. Par exemple, j'avais mené un projet qui s'appelait Être un garçon, point d'interrogation, être une fille, point d'interrogation, et où on travaillait toutes ces questions-là. Et j'étais partie de constituer un corpus d'ouvrages littérature jeunesse qui abordait toutes les questions de sexisme, d'homophobie, de transphobie, ou des gens qui parlaient de leur expérience. Donc on mettait les livres à disposition des élèves avec ma collègue documentaliste. Et c'était la première étape du projet, c'était que chacune choisisse son bouquin. L'idée, c'était de terminer en faisant eux-mêmes un support de communication. Passer soit par des films, soit par des livres, et après par des productions d'élèves qui sont créatives. Et des clips aussi, ça peut être des petits films et qui ne soient pas que de prévention, ça peut être des films de fiction, des petits courts-métrages, tout ça, moi ça me semble des projets géniaux en fait. Il n'est cependant pas question d'envisager l'éducation artistique et culturelle comme outil à l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Ces 2 éducations ne sont pas interdépendantes, elles doivent trouver leur place en elles-mêmes au sein de l'éducation nationale. Je pense que ça sera important de quand même à la fois d'avoir des jonctions entre le AC et la VS, ça me semble, mais je voudrais pas que quand les gens peuvent pas faire de la VAS, ils intègrent ça dans le AC. Pour moi, c'est on fait les 3 séances de VAS, on fait le AC et on rajoute parce que c'est toujours pareil, c'est-à-dire que ça serait forcément mieux que rien, mais je pense qu'en fait, c'est toujours insuffisant. Toujours est-il qu'une éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle semble nécessaire et trouve encore énormément de chemin à faire dans l'éducation nationale, mais également dans notre société. Moi, je pense que c'est hyper intéressant, surtout à notre âge. Ouais. Et je trouve ça un peu dommage qu'on n'en parle pas, parce que je pense que c'est un sujet qu'on devrait parler plus et qu'on soit moins tabou dessus. Et du coup, je trouve ça un peu triste qu'on n'en parle pas. Ouais. Et vous pensez que pourquoi on n'en parle pas? Parce que c'est tabou. Enfin, les gens sont gênés d'en parler. C'est un peu gênant et les gens trouvent de rire souvent. C'est sûr qu'il y a plein de gens de notre âge immatures. Donc, ou peut-être, moi je pense, c'est pas parce qu'ils sont immatures, je pense qu'ils sont gênés
Ouais, du c'est coup, tout ce qu'ils font, ils pouffent de rire, mais je pense que c'est parce qu'ils sont gênés et qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'en parler. Je m'appelle Ovidie, je suis créatrice de contenu. En fait, c'est le terme le plus simple que j'ai réussi à trouver. Je fais du documentaire, télévisuel, radio, des podcasts, j'écris et je fais un peu de fiction aussi, voilà. Donc je crée des contenus audiovisuels. Alors le Libre, donc c'est une série animée, effectivement, c'était une bande dessinée à l'origine qui était donc écrite par Digli et moi et qu'on a déclinée en série animée. Et donc c'est 10 épisodes de 3 minutes 30, là il y a la saison 2 qui sort bientôt et c'est pas vraiment de l'éducation sexuelle, c'est plutôt une façon d'aborder la question des sexualités par le biais de la déconstruction en fait. Comme on prend toutes ces questions autour, mais pas que de sexualité d'ailleurs, aussi de rapport au corps, on parle de poids, on parle de poils, on parle de vieillir, on parle de cyberharcèlement, on parle de toutes ces questions-là. Donc c'est plutôt tous ces sujets connexes autour de l'intimité et de comment on politise cette intimité. Et effectivement, vu que c'est une série animée qui se binge facilement, c'est des épisodes très courts, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de jeunes gens, comme on dit, voilà, pas mal de jeunes meufs qui regardaient cette série-là. Moi, j'ai pas la prétention de faire de l'éducation aux médias, j'en fais pas du tout, mais c'est plutôt, moi je sais pas faire grand-chose dans ma vie à part faire des films ou faire des docs, moi je sais pas faire grand-chose d'autre en fait. Donc moi j'utilise ce support-là pour pouvoir aborder des questions qui me sont chères et qui sont des questions autour desquelles je milite, j'ai une application militante, mais j'ai pas, chacun sa façon de militer, moi je sais rien faire d'autre que faire des films. Je pense que c'est toujours intéressant dans les malles pédagogiques comme ça de pouvoir inclure des éléments comme des films, des courts-métrages, des pièces de théâtre, des choses. Enfin, je pense que tout support est bon à utiliser. Moi, avec des lycéens, par exemple, pendant 1 an, on avait bossé sur de l'écriture scénaristique. Donc en fait, l'écriture scénaristique, c'était le lieu pour eux d'expression de leur malaise aussi, ou de choses qui leur tenaient à cœur. Et puis après, on en avait fait des courts-métrages. Et voilà, et donc ces courts-métrages-là, ensuite, sont eux-mêmes devenus des supports pédagogues, des supports à intervention pour les associations. Enfin, donc oui, évidemment, c'est beaucoup plus efficace. Mais je pense que ce qui est efficace, c'est de les faire participer à la création de ces contenus-là. Pas juste leur faire subir ces contenus-là en disant « Tenez, on va regarder une vidéo, on la commente ensuite ». Qui est une démarche un peu classique et bon voilà. Mais je pense que c'est plus intéressant de leur dire « Vous savez quoi ? On va créer ces contenus-là ensemble. » Parce que là, ils ne vont pas subir une parole, ils ne vont pas subir une parole qui en plus parfois peut être culpabilisante, du genre tu t'es vu quand t'as bu ou regarde pas de porno, c'est pas bien. Enfin voilà. Bien que l'évolution des mœurs sur les questions relatives à la sexualité et tout ce qui la concerne de près ou de loin, avec les questions relatives aux identités de genre, à l'égalité entre les femmes et les hommes, ou encore aux droits des femmes plus généralement, soit notable, il reste encore énormément de chemin à faire. Et nous avons d'ailleurs vu dernièrement que nos droits ne sont jamais acquis. En effet, je ne peux évoquer ces questions sans aborder l'annulation par la Cour suprême américaine vendredi 24 juin dernier de l'arrêt Roe versus Wade, qui reconnaissait le droit à l'avortement au niveau fédéral depuis 1973. Cette décision est significative de beaucoup de choses concernant nos droits et semble démontrer un besoin toujours important d'éducation à ces questions, afin que les mœurs évoluent une bonne fois pour toutes en ce sens. Simone de Beauvoir disait « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. » L'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle en éducation artistique et culturelle, un documentaire sonore de l'INSEAC par Nolwenn Desjouet, étudiante de l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle. Merci à Mario Milo, à Clara, Lucie et Victor, à Héloïse, Noah, Zélie et Zia, à Patricia Le Calvez et à Ovidie pour leurs interventions dans ce podcast. Merci également au Planning Familial 22 de Saint-Brieuc, à la Maison du Théâtre de Brest, à la Fabrique à Parole de Paimpol et au Festival Longueur d'onde de Brest pour nous avoir accueillis lors des entretiens qui ont constitué ce podcast. Un grand merci enfin à Michael Sauvage pour son aide dans la réalisation de ce podcast, ainsi que pour sa récolte du témoignage d'Ovidie,
lors du festival Longueur d'onde de Brest. Pendant ce documentaire sonore, vous avez également entendu un extrait du spectacle Roméo de la compagnie Didascalie, mise en scène par Marion Lévy, interprété par Jonas Dohu, sur une musique de Léo Niveau. L'établi de l'éducation artistique et culturelle est placé sous la direction scientifique d'Emmanuel Etis. Rendez-vous sur le site de l'établi de l'EAC pour découvrir les kits et vous-même y contribuer. Si vous avez aimé ce podcast, faites-le nous savoir avec un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de nos prochaines diffusions. Merci de votre écoute. Fermez les yeux pour mieux voir. L'INSEAC du CNAM.